pour introduire le sujet, je vais demander à François Werner, qui est le président de l'ILP et vice-président de la coordination des politiques européennes, de venir me rejoindre. Bonjour à tous. Je savais qu'il serait difficile de passer après Michel Paolucci, à la fois pour son brio dans l'animation des réunions et pour sa capacité légendaire à tenir les horaires. Mais je ne m'attendais pas à devoir rebondir sur le Dalai Lama, madame. Mais je l'avais en poche néanmoins, ce petit rebond, puisque j'ai la chance d'être le président du groupe ILP, l'Institut Lorrain de Participation, et nous pratiquons vos préceptes, chère madame, puisque nous avons choisi, à 2 élus régionaux, dont une que vous connaissez bien, de présider aux destinées de ce groupe conjointement. Donc on se partage la balle, une fois elle préside et je suis le comité d'investissement, et une fois je préside et elle est le comité d'investissement. C'est Marie Tribou, que vous connaissez évidemment tous et toutes. Et c'est peut-être la première éthique de la finance, et ça fait sans doute du bien aussi, je suis assez d'accord avec vous. Après qu'on ait à aborder un thème finance éthique et responsable, si on se penche sur le long terme, je ne suis pas professeur, mais j'ai fait un petit peu d'histoire dans ma vie, notamment l'histoire de la finance, c'est choquant, parce que la finance est née des besoins de la société. La finance, elle est née, les banques, elles sont nées des besoins des entreprises qui créaient du développement économique et qui créaient de l'emploi et qui avaient besoin de ce service, avaient besoin de créer le prêt d'argent, pour parler vulgairement ou généralement. Et donc, normalement, si on n'en avait pas perdu le contrôle, et on en a perdu le contrôle, on n'aurait pas à se poser aujourd'hui cette question, puisque ça devrait être intrinsèque. D'ailleurs, toutes nos banques mutualistes, notamment les meilleures, nous rappellent régulièrement que nous sommes pleinement partie prenante de leur développement et de la façon dont elles travaillent. Alors c'est vrai, mais en même temps, plus on s'éloigne effectivement du mutualiste ou même de l'actionnaire de base, plus on se rend compte qu'il n'est pas absolument avéré que l'éthique soit conservée. Et donc c'est vrai, depuis quelques années, un mouvement s'est fait quand même pour inciter à une finance plus responsable. Alors j'ai été investisseur avant d'être président de l'ILP et d'être vice-président de la région Grand Est. On vous vendait des produits en disant, au départ on vous disait on va pas acheter de marchands d'armes, ça a commencé comme ça. Après on a dit non, on vous promet, on n'investit pas dans les cigarettes. Et puis après sont arrivés quelques critères de l'investissement socialement responsable. Tout ceci m'a laissé relativement perplexe, mais ça faisait du bien, donc on a investi dans ces domaines-là. Il existe une finance plus responsable, et elle est possible, et elle est même nécessaire dans les décennies qui viennent, et c'est vrai que c'est celle qu'on essaye de pratiquer avec un investisseur à dominante publique, régionale, comme l'ILP. Parce qu'on ne raisonne pas de la même manière. Nous sommes un investisseur qui a pour vocation de gagner de l'argent, c'est vrai. Mais nous avons pour vocation de gagner de l'argent pour le réinvestir dans l'économie du territoire. Ce qui veut dire que quand nous cherchons à maximiser l'investissement que nous avons fait, nous cherchons à le faire parce que ça nous permet derrière de réinvestir dans un autre investissement porteur d'avenir. Et ça, entre nous, ça change un petit peu le raisonnement. Deuxièmement, nous avons une vision qui est une vision de développement du territoire. Ce qui nous amène à accepter un certain nombre de choses qu'un investisseur privé n'accepterait pas. Ne lui jetez pas la pierre, ce n'est pas son rôle. Il nous arrive par exemple de choisir d'investir sur des investissements d'un montant assez symbolique qui vont peut-être nous rapporter, mais qui vont nous coûter cher en suivi de l'investissement, parce qu'une fois qu'on a investi, on accompagne l'investisseur et on essaye de lui apporter notre conseil, notre savoir-faire, notre carnet d'adresses, la possibilité aussi de rencontrer d'autres investisseurs de l'écosystème. Tout ça, ça va nous coûter de l'argent et
pas forcément nous aura apporté tant que ça. L'autre élément d'éthique, c'est qu'on va donner, une chose qui est souvent importante à l'entrepreneur, on va lui donner du temps. Et le temps, il en a besoin. Alors que quand on est investisseur, encore une fois je l'ai été, quand on est investisseur privé, ben on dit voilà, dans 8 ans, je veux avoir récupéré le double de ce que j'ai mis. Et à 7 ans et demi, même un petit peu avant en général, on repasse un petit coup de fil au fonds d'investissement, puis on lui dit, dis donc, là, dans 6 mois, je veux mon argent. À l'ILP, il nous est arrivé d'investir pendant 30 ans. Nous venons de sortir d'une société qui s'appelle Grille Découpage, nous y étions depuis 30 ans. Parce qu'il y a eu toutes les étapes du développement de cette entreprise, et à chaque étape, on s'est dit, non, c'est important pour le territoire de rester là. Donc c'est vrai, il y a une autre façon de raisonner. Nous ne sommes pas tout seuls, nous ne sommes pas exemplaires, il y a sûrement des gens qui font aussi bien et aussi fort, mais c'est important d'avoir au niveau régional, et en écho aux propos de Jean Rotner tout à l'heure, d'avoir au niveau régional ce type d'investisseurs. Et puis, pour conclure, puisque le lien doit être fait avec l'intelligence artificielle, alors nous n'utilisons pas l'intelligence artificielle pour nos investissements. Nous avons des hommes et des femmes des hommes et des femmes, j'insiste, après la table ronde précédente, qui analysent les dossiers et qui ensuite les proposent, et puis nous avons des comités d'investissement qui sont toujours humains. En revanche, je voudrais dire qu'il nous semble qu'il y a une opportunité formidable pour le Grand Est d'être quelque chose dans l'intelligence artificielle au sens large. Jean Rotner a dû le rappeler, nous avons des laboratoires extrêmement bien positionnés dans le Grand Est et au-delà. Nous avons des voisins sarrois qui sont extrêmement puissants et qui sont désireux de travailler avec les Français. Et nous avons d'ores et déjà, autour de ces laboratoires, parce que c'est vrai que ça exige un niveau de technologie qui est assez puissant, nous avons d'ores et déjà autour de ces laboratoires des débuts, des embryons, des choses et des réalisations économiques qui commencent à tenir sérieusement la route. Et pour ça, il va falloir aussi qu'on soit capable d'être des investisseurs courageux. Parce que la caractéristique de ce genre d'entreprise, c'est que ça consomme beaucoup d'argent très vite et ça en rapporte très peu au début, voire pas du tout. Donc quand il faut regarder des perspectives d'investissement qui vont de 500 000 à jusqu'à 4 ou 5 millions avant d'avoir le premier euro de chiffre d'affaires, c'est mieux d'avoir de s'accrocher un petit peu au bastingage et de savoir au départ que tout ne va pas forcément marcher. Mais il faudra qu'on soit là et on travaille là aussi sur le plan régional à monter ce type de dispositif d'investissement parce qu'il faut après pouvoir partager les risques, bien entendu. Il y en a qui marchent. Quand ça marche, ça rapporte beaucoup. Et surtout, ça crée beaucoup d'emplois chez nous et ça nous évite de le regarder se créer quelquefois pas trop loin, quelquefois beaucoup plus loin. Merci beaucoup François Werner. Je vous laisse rejoindre la salle et on vous applaudit. J'appelle maintenant Philippe Naxon, fondateur du fonds éthique IA Even, à venir me rejoindre et à compléter cette introduction. On essaie de faire un peu concis parce qu'on a beaucoup débordé. Je vais faire court. Donc voilà, je compte sur vous. Bonjour à toutes et tous. Alors, en effet, je suis le fondateur de 2 initiatives, un concours international qui s'appelle The Robot of the Year, donc le robot de l'année, et un fonds d'investissement d'impact social qui s'appelle AI-Even. Donc, peut-être en préambule, rappeler que, par essence, l'intelligence artificielle et la robotique ont un impact social. Donc, une fois qu'on a dit ça, on a plutôt intérêt à trouver des initiatives pour favoriser toutes les innovations qui sont pour le coup bénéfiques pour l'homme, et il y en a tant, et dans différents secteurs industriels. Donc pour ce faire, comme je le disais à l'instant, j'ai lancé 2 initiatives. Donc la première a été de créer une plateforme qui allait nous permettre d'identifier des projets en France comme à l'international, qui répondent à un certain nombre de critères que nous avons rédigés en s'inspirant des lois Asimov et du traité de l'espace, qui reprennent des principes génériques, mais qui ont le mérite de poser le débat et de commencer, en tout cas de démarrer une réflexion qui va permettre, ou en tout cas qui va évoluer au fil du temps et au fil des évolutions technologiques qu'on va pouvoir observer au cours des prochaines années. Donc pour donner un peu plus de crédibilité à cette initiative, nous avons réuni une trentaine d'experts, donc des scientifiques, des philosophes, des entrepreneurs et des sociologues, donc à travers le monde,
qui amène un prisme extrêmement intéressant dans toute cette réflexion. C'est-à-dire que l'idée, ce n'était pas de réunir des intellectuels avec une approche similaire, mais au contraire, d'élargir le débat et de les faire réfléchir sur la notion d'éthique. Parce qu'on parlait d'éthique depuis ce matin, mais en réalité, ça veut tout et rien dire. Donc, sauf à trouver des applications concrètes et de se rendre compte qu'elles marchent ou qu'elles ne marchent pas, on n'avancera pas dans le débat et surtout, on stagnera. Donc, au travers de cette initiative, donc, on a lancé la première édition cette année, qui a eu lieu donc, le 26 novembre à Station F. Nous avons reçu une trentaine de candidatures, donc de projets à la fois en France et étrangers, dont nous avons sélectionné donc, 12 finalistes qui ont été donc, présentés à l'ensemble des jurys. Donc, on a une trentaine d'experts, j'évoquais un peu le prisme d'expertise de l'ensemble d'entre eux. On a, pour information, des experts comme Luc Julia, qui est le cofondateur de Siri, Peter Abel, qui est un des directeurs du laboratoire de recherche d'IA à Berkeley. Nous avons Bruno Maisonnier, donc le fondateur d'Aldébaran, Nicolas Sadirac et d'autres. Et donc ces personnes-là ont pu évaluer chacun des projets en fonction de 4 critères qui mettaient avant tout l'accent sur leur vision de ce qu'ils entendaient par l'éthique, ou en tout cas l'application de principes fondamentaux qui permettait de faire avancer le débat et surtout de trouver encore une fois une application extrêmement concrète par rapport à ce qu'on entendait par cette notion d'éthique. Donc l'expérience a été extrêmement probante et une fois qu'on avait créé cette initiative, il fallait aller un petit peu plus loin dans cette démarche et pouvoir donc proposer, au-delà des expertises propres qui étaient amenées par chacun des membres du jury, un mode de financement. Et c'est là que l'idée est arrivée de créer un fonds d'investissement, mais là encore, et pour rester cohérent par rapport au propos initial de cette première initiative de concours, c'était vraiment de repenser un petit peu le mode de financement qui allait être proposé à ces gagnants, à ces lauréats. Donc, une fois qu'on avait évalué justement la problématique du financement, on s'est vite rendu compte que quand il s'agissait de s'intéresser à l'investissement responsable corrélé à l'intelligence artificielle et à la robotique, il n'y avait quasiment rien. Il y a peut-être eu 2 ou 3 initiatives dans le monde et que le besoin a été extrêmement grandissant. On voit les projets fleurir au fil de l'eau. Je crois que depuis 2015, il y a une croissance exponentielle de création de start-up dans ces domaines et qu'il y avait un réel besoin, donc en termes de financement, sur des positionnements qui partageaient cette vision. C'est-à-dire vraiment de créer des innovations qui étaient bénéfiques pour l'homme. Donc on a créé cette structure qui s'appelle donc AI-Ven, pour laquelle nous sommes en phase de levée de fonds, et qui va être un acteur, en tout cas le premier acteur d'impact social en intelligence artificielle et en robotique. Donc après, d'autres initiatives vont naître de cet élan. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres en dehors de la nôtre. Le besoin est pressant. Encore une fois, c'est un secteur qui évolue de façon exponentielle. Et à moins de mettre en place des initiatives de ce type, je pense qu'on court un énorme risque de passer à côté du virage extrêmement important qui s'amorce devant nous et d'être confronté à des problématiques sociétales qui seront irrémédiables. Merci beaucoup, je vois que vous me regardez comme si j'allais vous taper sur les doigts si vous dépassiez. Merci infiniment, Philippe Naxon. Maintenant, on va aborder le premier thème de cette conférence. Il s'agit des nouveaux modes d'investissement, à la fois collaboratifs et verts. Et pour débattre sur le sujet, je vous demande d'accueillir chaleureusement Bernard Bazillon, associé KPMG Économie sociale et solidaire, Eva Sadoun, cofondatrice de Lita.co, et Gilles Geoffroy, directeur investissement associé Altuaire Equity. On les applaudit tous les trois. Merci beaucoup. Je vous laisse vous asseoir. Peut-être Eva, mettez-vous au milieu. Bernard, je vais vous prendre à côté de moi. Vous avez des micros juste en face. Bonjour, ça va? Je suis désolée pour le retard. Parce que comme toutes les conférences étaient passionnantes, on a un peu débordé, mais on va rattraper ça et on compte sur votre esprit concis. Je parlais de financement, de nouveaux modes de financement en mode collaboratif et vert. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Bernard? Bon, alors, bonjour déjà.
Moi, je ne suis pas très concis, alors il va falloir m'interrompre. Hein. Donc, oui, parce que là, je vois, vous avez beaucoup de feuilles. Oui, c'est des idées. Vous avez 3 minutes, vous pouvez faire ça en 3 minutes? C'est des idées. Ah, bon, ça va. Non, en fait, déjà, économie sociale et solidaire, entrepreneuriat social, pourquoi je suis là, c'est parce que déjà, les notions de mesure d'impact, donc d'investissement à impact, ont été expérimentées depuis déjà de nombreuses années dans le secteur non-for-profit, et notamment au niveau international. Par exemple, la Banque mondiale, les financeurs, les bailleurs internationaux avaient mis en place un certain nombre de référentiels pour évaluer l'impact des politiques qu'ils soutenaient et des projets qu'ils soutenaient. Donc ça, c'est la première chose. On a eu aussi le développement de grosses fondations internationales. Bon, vous connaissez fondation de Bill Gates et Melinda Gates, et donc c'est clair qu'ils sont dans une optique de charities hyper professionnelle, et quand ils investissent sur des programmes internationaux via des acteurs profit ou non-profit, et ben en clair on voit débarquer, je l'ai vu dans ces organismes, et ben toute une batterie de référentiels, de mesures d'impact, d'évaluation, d'indicateurs qu'il faut remplir indépendamment d'ailleurs de la performance opérationnelle de l'organisme. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en termes d'éléments de contexte, par rapport aux investisseurs, en fait, depuis, je voulais mettre en avant deux choses. La première chose, c'est déjà faire référence à quelqu'un qui a initié cet investissement à impact. C'est Michael Porter. Donc Michael Porter était quelqu'un, un consultant américain qui a aidé énormément les grands groupes, les grandes entreprises américaines pour manager leur performance opérationnelle et leur stratégie. Il a fait ça pendant toute sa vie. Puis à la fin de sa vie, donc il était totalement dans le système capitalistique. Puis à la fin de sa vie, il est parti en retraite et il s'est beaucoup investi dans des charities, dans le not-for-profit. Il s'est beaucoup investi aussi au niveau du secteur public. Ils ont fait énormément de choses dans le social, dans le développement durable. Et puis, à la fin, il est revenu et il a écrit un livre il y a une quinzaine d'années. Et puis, il a dit, dans un format TEDx très, très court, il a dit, finalement, ce que j'en retiens de tout ça, c'est que les besoins ont augmenté. On a fait énormément de choses super, mais en fait, ça n'a rien changé. Et ça n'a rien changé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le vrai driver, c'est le profit. C'est-à-dire concrètement, c'est l'entreprise. 90%, entre 85 et 90% des richesses aux États-Unis sont générées par les entreprises, 5% par le secteur public, 5% par le secteur non-for-profit. Donc il a dit finalement, la solution, c'est que les entreprises elles-mêmes et les fonds d'investissement qui investissent dans les entreprises elles-mêmes mettent dans leur business model, directement dans leur business model, la notion d'impact. Et donc, 15 ans plus tard, on a un monsieur, et je voulais quand même montrer son livre parce qu'il est tout petit et il est disponible sur le net, qui s'appelle Sir Ronald Cohen, qui est un Anglais, lui, et qui a écrit un petit livre qui s'appelle On Impact. Et ce petit livre, il est très intéressant parce qu'il dit une chose, il dit au 19e siècle, les critères d'investissement des sociétés, c'était des sociétés d'investissement et donc de leurs bénéficiaires, c'était la rentabilité financière. Au XXe siècle, il y a eu un couple qui s'est mis en place avec rentabilité financière et risque. Donc on a introduit un niveau de risque et donc l'optimisation du risque en fonction de la rentabilité attendue. Et donc maintenant, le sujet, et c'est pour ça que ça s'appelle On Impact, c'est justement de jouer sur un triptyque qui est toujours la rentabilité financière, le risque, mais l'impact. Et donc dans toute décision de choix d'investissement, on doit avoir ces trois critères qui sont pris en compte. Et donc ça, en fait, ça met en exergue, et je vais répondre à la question maintenant, le niveau de société d'investissement. Non, c'est très rapide. Et donc, au niveau de ces sociétés d'investissement, j'aurais voulu pouvoir passer un slide, ça aurait été, je pense, plus parlant. En fait, ce qu'il faut voir pour catégoriser un petit peu les sociétés d'investissement, c'est la notion de continuum d'investissement. Continuum d'investissement. Et en fait, ce continuum d'investissement, il est sur une échelle qui va finalement de ce qu'on appelle bon, c'est des termes anglais, mais très compréhensibles, finance first, donc d'abord la finance. Alors ça, c'est le caractère traditionnel de la finance et de l'investissement. Donc là, en fait, on est sur des sujets qui permettent finalement de ne prendre en compte que, donc très traditionnels, qui ne prennent en compte finalement que la rentabilité financière. Ça existe, bien sûr, et ça n'empêche pas les entreprises de développer des politiques de CSR, de Corporate Social Responsibility, donc de RSE, d'avoir des externalités positives, de créer des fondations d'entreprise
qui d'ailleurs sont un paradoxe, parce que les dites fondations d'entreprise financent des programmes sociaux dont les entreprises, finalement, contribuent à dégrader l'environnement. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qu'on peut appliquer et dire sous la notion d'impact first. C'est-à-dire, en fait, c'est notre sujet là. C'est-à-dire, ce sont des structures d'investissement, et il y en a différentes formes, qui permettent d'investir en prenant en compte des externalités sociales et finalement, de façon plus ou moins graduée. En introduction, effectivement, l'intervenant a bien mis en avant toutes ces notions d'investissement socialement responsable, d'ISR. Mais au début, finalement, et ça reste encore, l'ISR, c'est on ne doit pas investir dans telle classe d'actifs. L'armement, la prostitution, les jeux, etc. Donc on était sur un sujet qui reste d'ailleurs de retrait, de repli. Après, il y a eu des classes d'ISR qui étaient plutôt actifs. C'est-à-dire, on a favorisé des investissements. Alors là, je cite par exemple les empreintes carbone, la réduction des déchets, les compensations, etc., etc. Troisième classe d'actifs dans Bernard, l'Impact je suis First. désolée, je vous fais accélérer, mais Bon, alors, sinon, on va vraiment prendre trop de Troisième classe retard. d'actifs, c'est Et important. je ne voudrais pas que les personnes qui sont assises à côté de vous en pâtissent. Vous avez vraiment... Je vous demande de donner les deux derniers éléments. Les deux de réponse. derniers, c'est... Très, très rapidement. C'est finalement celui qui nous concerne, c'est des investissements thématiques. Donc là, sur des thèmes particuliers. Donc ça peut être la robotique, mais ça peut être aussi les changements climatiques, la création de smart city, etc., etc. Et puis, dernière chose, dernier investissement, c'est ce qu'on appelle la venture philanthropie, où là, on est sur des problématiques où finalement la notion d'impact devient prédominante et devient même prédominante par rapport à la rentabilité des investissements. Et on s'approche bien évidemment de la notion de philanthropie où là clairement la notion de rentabilité financière est exclue. Voilà un petit peu la catégorie qu'on peut faire des sociétés d'investissement et de leurs bénéficiaires. Merci beaucoup. Gilles Geoffroy, vous êtes directeur d'un fonds d'investissement très engagé en faveur d'une économie responsable. Ça, on a tous envie, mais on veut aussi qu'elle soit rentable. Est-ce que c'est compatible d'être, et il vaut mieux d'ailleurs que ça le soit, mais d'être responsable et rentable ? C'est une très bonne question. Merci d'abord de m'avoir invité ici. Pour répondre à cette question, je vais vous parler d'abord avec notre conviction. Notre conviction, c'est que oui, c'est possible. Alors c'est une conviction dans la mesure où on pense que ça sert l'intérêt général de pouvoir démontrer que des entreprises qui ont un comportement responsable et qui cherchent à avoir une activité à impact vont pouvoir aussi être rentables. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuves, mais notre conviction, c'est de le démontrer et d'investir dans des entreprises qui vont être capables de faire cette démonstration. Alors, juste un petit commentaire. Derrière la notion de responsable, qu'est-ce qu'on met ? Parce que certains interlocuteurs l'ont dit, c'est un mot derrière lequel on peut mettre tout et n'importe quoi. Derrière la notion de responsabilité, chez Alter Equity, on met deux choses. Premièrement, les entreprises ont un impact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les activités de ces entreprises, les produits, les services, vont répondre à un défi environnemental ou social majeur. La deuxième notion va pas être sur l'activité de la société, elle va être sur le comportement des affaires. Et donc, on va s'attendre à ce que ces sociétés aient un comportement éthique des affaires, qu'on va d'ailleurs encadrer par un business plan extra-financier et qui va mettre l'entreprise dans une démarche de progrès. Donc aujourd'hui, les entreprises, par rapport à cette notion de responsabilité, on a la conviction, et on essaie de le démontrer, qu'elles sont capables de faire cette responsabilité du mieux possible et en même temps d'être des entreprises performantes. Et je vais vous donner une raison essentielle à la raison de cette performance et qui crédibilise, c'est la croissance. Aujourd'hui, personne ne peut nier que le monde est en attente de solutions fortes qui vont chercher à résoudre des problématiques environnementales ou sociales. Et toutes les entreprises qui se prétendent des entreprises à impact sont justement là pour apporter des solutions sur ces thématiques-là. Quand les solutions marchent, quand elles font la preuve de leur capacité à apporter un vrai plus, soit pour les personnes, soit pour la planète, la capacité des consommateurs, des clients à se jeter sur ces solutions, à les adouber et à les faire se développer est très forte aujourd'hui et elle sera de plus en plus forte. Donc la croissance, oui, est le facteur numéro 1 qui crédibilise cette capacité à concilier la rentabilité et la responsabilité des entreprises à impact.
Et vous mesurez l'impact justement de vos actions ? Alors on mesure parce que mesurer, c'est aider les entreprises à progresser, puis c'est aussi apporter la capacité à pouvoir évaluer si les solutions sont pertinentes, si on peut les améliorer. Après, il faut bien avoir en tête que la mesure n'est pas le seul juge de paix pour évaluer une solution. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que cette activité répond à une problématique ? De manière un peu qualitative, mais en tout cas, on se pose cette question-là. Il y a des secteurs sur lesquels c'est facile. Quand on est sur du traitement de déchets, c'est assez facile de savoir si la solution est efficace et c'est assez facile de pouvoir mesurer l'efficacité de cette solution. Mais quand un dirigeant vous présente un transporteur assis, donc concrètement un fauteuil roulant qui est censé améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap et que cet entrepreneur vous explique que cette solution, elle amène aussi du positif parce qu'elle est design et qu'elle est belle et que les personnes en situation de handicap vont non seulement mieux se déplacer mais aussi ressentir de l'estime de soi et changer le regard des gens sur leur situation de handicap, c'est difficile à mesurer, mais quand on a cet entrepreneur qui nous parle de cette solution, on ne peut qu'y adhérer. Encore une fois, l'humain est très important. Eva Sadoun, vous êtes la cofondatrice de la plateforme d'investissement participatif responsable Lita.co. C'est quoi Lita ? Alors, nous, on s'attaque au problème de la financiarisation. C'est toujours drôle quand on parle d'innovation et de finance, parce qu'au final, la principale raison pour laquelle on est dans cette situation aujourd'hui au niveau financier, c'est l'innovation, en fait. C'est la complexification du secteur financier qui a fait qu'aujourd'hui, vous parliez des États-Unis. Aux États-Unis, moins de 10% des transactions financières financent l'économie réelle. Donc, en fait, l'innovation et la complexification de la finance a mené pour nous vers un cataclysme au niveau du financement de l'économie réelle. Donc du coup, notre sujet à nous, c'était de recréer un lien entre les particuliers et cette économie-là, entre la place financière et l'économie réelle. Donc c'est pourquoi on a monté des plateformes d'investissement, donc une en France, une en Belgique, une en Italie et bientôt une au Luxembourg, notamment pour la grande région, avec un petit fonds d'investissement qui permettra notamment de financer des projets en Lorraine. Donc entrepreneurs et étudiants, si vous voulez innover, vous pouvez rester là, il va y avoir aussi des fonds locaux. Donc on a ça, on a aussi des plateformes d'investissement dans le secteur du logement social et une plateforme de venture philanthropie pour les réfugiés. Donc du coup, nous, notre objectif, c'est de créer une espèce de néobanque de l'épargne solidaire où en fait l'argent va dans le secteur du non-coté, donc tout ce qui est économie réelle, pour permettre de faciliter et de développer l'économie réelle et qui plus est l'économie responsable, donc en permettant aux gens d'investir ou dans des startups for good, donc là des projets plus innovants, à potentiel de croissance fort, etc., ou des énergies renouvelables, ou des entreprises de l'ESS un peu plus matures dans le secteur de l'insertion notamment, ou des projets plus locaux, et dans tout ça, de diversifier aussi les niveaux de risque et les niveaux de rentabilité pour pas être non plus trop dogmatique sur ça. Nous, on l'est pas. On considère pas que l'impact se traite de la même manière. Il y a des sujets notamment qui doivent rester dans la venture philanthropie, d'accompagnement social, et d'autres qui peuvent se financer en impact investing avec des rentabilités plus fortes parce que c'est des projets avec des modèles économiques plus innovants. Et comment vous sélectionnez vos projets ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui doit vous solliciter. Oui, alors on fonctionne un peu comme un fonds d'investissement, et on est d'ailleurs un peu contre aussi ces nouveaux projets d'IA dans l'impact parce que on n'est pas encore prêt dans l'impact pour la data. On n'est pas encore prêt. On a aussi besoin encore d'intégrer beaucoup de qualitatifs et de travailler nos méthodes de mesure d'impact social. Donc nous, on fonctionne toujours avec des analystes. On en a une dizaine à peu près. Donc on est une équipe d'une trentaine de personnes. Et donc un tiers de notre équipe, c'est des analystes qui vont accompagner des projets en local, les analyser la performance sociale, financière, le marché, la responsabilité sociale aussi de l'entreprise, parce que c'est pas tout d'avoir un impact, il faut aussi être responsable sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc on essaie de calculer ce qu'on appelle l'impact net. Par exemple, c'est très parlant dans les énergies. Quand vous avez un panneau solaire, par exemple, qui produit une énergie nouvelle permettant de réduire un certain nombre d'émissions, c'est important aussi de savoir comment a été
créer ce panneau solaire et ce qui va se passer à la fin de vie pour pouvoir calculer vraiment l'impact net énergétique. Donc on a ces analystes qui font ça, on a un comité d'investissement, puis les projets sont présentés au grand public sur la plateforme qui votent aussi. Parce que nous, le but aussi de l'ITA.co et des plateformes d'investissement, pour casser l'intermédiation suprême qu'il y a dans le secteur financier, c'est qu'aussi les particuliers participent à la sélection des entreprises et qu'on fasse de l'éducation financière et économique, parce qu'on a voulu, enfin pas nous, mais on n'est pas complotiste, mais un petit peu quand même, on pense qu'on a voulu opacifier le secteur financier pour que les personnes ne comprennent pas comment l'économie fonctionne et la finance fonctionne. Et ça, c'est très dangereux parce que ça mène à des choix populistes, etc. Et si on veut créer une démocratie de gens éclairés, il faut qu'ils soient aussi éclairés aux questions économiques et financières parce que c'est majeur dans la société. Merci beaucoup. Bernard, 1 minute pour nous dire si vous voyez déjà l'impact de ce que vous êtes en train de faire, si vous pouvez le mesurer. Oui, peut-être pour juste finir ce que vous dites, Une madame. minute. Ah non, mais Bernard, je ne vous laisse pas plus d'une minute. Je pense que la blockchain, comme les startups. Hein. Je pense que la blockchain sera un élément de démocratisation peut-être, puisque l'investisseur ou le donateur, d'ailleurs, pourra suivre directement là où va son argent et aura un reporting en termes de mesures d'impact de son investissement. Bon, je ne vais pas faire un cours, mais en fait, il y a trois grands sujets concernant la mesure d'impact. Le premier, ce sont des mesures de monétisation. Alors, bien sûr, quand on parle social et monétisation, effectivement, il y a forcément une limite. Oui, mais à l'heure actuelle, il faut savoir qu'on est un peu work in progress. On est en train de découvrir les méthodes. Il y a énormément de méthodes qui restent à écrire, et notamment des méthodes à la française, parce que beaucoup sont des méthodes qui sont anglo-saxonnes, donc de ce qu'on appelle des SROI, des Social Return on Investissement, aussi des méthodes qui sont monétisables quand on peut évaluer les coûts évités. C'est-à-dire qu'effectivement, dans une entreprise adaptée, par exemple, quel est le coût évité pour l'emploi de travailleurs handicapés s'ils étaient restés chez eux, ou de chômeurs s'ils restent chez eux, pour la société. Mais en fait, le vrai sujet, il n'est pas là. Le vrai sujet, il est sur des méthodes qualitatives. Et on essaye en France, j'ai la chance de faire partie d'un comité consultatif sur l'impact investing, c'est de développer des méthodes qualitatives qui permettent de montrer comment un investissement peut avoir un impact bénéfique et une externalité bénéfique sur la société. Et pour l'illustrer, j'ai apporté un deuxième livre. Et on conclura avec le livre. Et je m'arrêterai avec le livre. Et je vous conseille de le lire. Ça s'appelle « Le travail qui guérit ». Et le travail qui guérit, en fait, ça fait référence à une société qui s'appelle Amipi et qui fabrique des câbles électriques, des câblages électriques pour des voitures haut de gamme. Donc on est sur un truc hyper précis, hyper sensible. Et il faut savoir que 80, alors je regardais là, 700 effectifs sur 830 sont des porteurs de handicaps mentaux. Donc c'est des gens finalement qui ont des troubles schizophréniques, trisomie 21, autisme, etc. Alors on peut mesurer d'un point de vue monétaire, les coûts évités de ces personnes, puisqu'elles travaillent dans une entreprise, et si elles ne travaillent pas dans l'entreprise, elles auraient été prises en compte par la société civile. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est l'aspect qualitatif, c'est l'estime d'elles-mêmes, c'est le regard de leur famille et d'elles-mêmes sur le travail qu'elles peuvent produire, parce que finalement, ça fonctionne, et c'est ça qui est important. Et donc, je vous encourage à le lire, parce qu'en plus, il est fait par un psychiatre et qui analyse ça de l'extérieur, et ça interpelle quand même sur la posture qu'on a vis-à-vis des personnes qui sont exclues du monde du travail. Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Je vous laisse rejoindre la salle. Je vais demander à Amaury de la Lance, qui est le CEO d'Aston Finance, de venir me rejoindre sur la scène. On se met côte à côte. Si. Voilà. I'm picky, and all the time I drive him crazy. Donc vous avez vu, on a bien échangé là, on a pris notre temps sur tous les moyens d'investissement et on m'a dit que vous aviez vous aussi votre solution. Alors je vais essayer d'être très bref parce que vous l'avez demandé, je vais faire un réel effort. Oui, tout à fait, en fait je veux faire un lien puisqu'on se positionne, Aston ETF est donc une start-up, une fintech, donc forcément on est à la recherche de besoins de financement. Et en même temps, notre métier, c'est d'offrir des solutions de financement aux entreprises. Alors, très simplement,
Une start-up, comme on vient d'en parler, c'est à la recherche de capitaux propres, et donc c'est le financement du haut de bilan qui peut prendre différentes formes. Et c'est vrai que les start-up, mais surtout les entreprises, pensent, et c'est légitime, beaucoup au financement par le haut de bilan. Alors nous, on milite avec les banques qui sont partenaires pour un autre mode de financement qui est complètement sous-utilisé, c'est le financement par le bas de bilan. La dernière ligne du bilan, c'est le poste client, les factures en attente de règlement. Alors pour être court, un chiffre, le crédit bancaire court terme aux entreprises en France, c'est 180 milliards d'euros par an. Les factures en attente de règlement, ce qu'on appelle le poste client, le crédit interentreprise, c'est 650 milliards. Donc les entreprises, vous dans la salle, vous êtes assis sur 650 milliards d'euros. Oui, effectivement. Et comment on peut mettre en place ces moyens ? Alors, on y arrivera pour faire le lien avec l'intelligence artificielle, mais donc Aston, c'est une plateforme de services. Donc, ce sont des développeurs informatiques qui sont basés à Nancy, mais le résultat, ce sont des algorithmes. C'est une machine, 100% cloud. Donc, vous avez juste à utiliser un site en ligne. Donc, il y a deux moyens pour l'entreprise pour tirer du cash de son poste client. Le premier qui est connu, mais peu utilisé parce que quand même assez complexe, c'est ce qu'on appelle l'affacturage. C'est-à-dire que vous allez vendre votre facture à la banque ou au factor. Seuls 10% des entreprises en France utilisent ce mode de financement qui pourtant est tout à fait exceptionnel. Parce que quelle que soit la qualité de l'entreprise, c'est la qualité de votre client qui compte. Donc, je prends le cas d'Aston. Allez, on va dire encore petite start-up, même si on a grandi. On a des factures sur des établissements, sur des banques. C'est du bonheur à financer pour un banquier. Simplement, l'affacturage, c'est un peu compliqué d'un point de vue IT. Il faut fournir des fichiers informatiques. Les contrats sont compliqués. Donc, Aston, nous, on simplifie l'affacturage. C'est-à-dire que par notre plateforme, d'un clic, vous choisissez votre facteur, votre banque. Encore une fois, on ne fait pas le financement, contrairement aux plateformes de crowdfunding. On ne veut pas le faire. On apporte la facture au facteur et en un clic, vous financez. Et dans cette famille-là, ce qui va vraiment exploser en 2019, dans le bon sens du terme, c'est le financement à la facture. C'est là, j'ai une facture, vous la prenez en photo avec votre smartphone, vous la chargez sur un site internet, et en 48 heures, on vous dit t'es financé, t'es pas financé. Donc ça, c'est vraiment un moyen de financement qui va exploser. J'ai envie de vous poser une dernière question. Vous devez énormément déranger. Vous arrivez quand même... Vous bousculez les codes et vous ne devez pas être aimé de tout le monde. Alors pas du tout, tout le monde nous adore. Ah. C'est bien. On n'est pas bisounours. Je vais vous dire pourquoi. Juste avant, donc, les deux moyens, c'est financer ses factures. Et le deuxième moyen, c'est le financement sans financement. Donc vous allez me dire c'est encore plus provocateur. C'est que la banque vous propose un service, tout simplement, où l'entreprise va réduire son délai de paiement, faire payer ses factures plus vite. Ça fait rentrer un argent considérable dans la caisse de l'entreprise. Ça passe encore par un algorithme en ligne qui, à votre place, envoie des mails, des courriers, relance vos clients. Vous n'avez même plus à aller à la poste. Même si on utilise les services de la poste, ça poste les courriers. Alors, je réponds très vite à votre question. Les fintechs, ça a à peu près 4 ans d'âge. Le premier mouvement fintech assez révolutionnaire, c'était la disruption. La disruption, c'était dans la finance, on va buter les banquiers. Voilà. Alors, il y a certaines fintechs qui arrivent très bien sur des créneaux très spécifiques. Aston, on est né sur le thème de la disruption technologique. Là, oui, on dérange, parce qu'on l'a vu dans les ateliers précédents, comme on est très focus, on va beaucoup plus vite qu'un gros établissement financier. Donc là, on dérange. Mais on est dans la collaboration, c'est que notre business model, c'est de permettre aux banques, aux institutions financières, aux assureurs crédits de faire plus de business. C'est vraiment, on travaille en partenariat avec eux. Et les banques sont de plus en plus nos clients, tout comme les entreprises. Donc on est vraiment dans la collaboration et je trouve ça très intéressant. Vous parliez de la presse tout à l'heure. Les journaux existent toujours, mais le digital est en train de rebooster un certain nombre de métiers. Merci beaucoup et merci d'avoir respecté les temps. Je vous laisse rejoindre la salle et on va aborder le deuxième thème de cette conférence, le rôle de l'intelligence artificielle dans le processus de décision. On va parler des fameux robots advisors avec, je vous demande de les applaudir, Yves Gangloff, vice-président financier holding CEP, et Damien Philippon,
à venir me rejoindre sur scène, cofondateur de Zelros. Bonjour, je vous laisse prendre un micro. Oui, on parle beaucoup robots, intelligence artificielle. Avec vous, on va rentrer dans le vif du sujet. Asseyez-vous, je vous en prie. Donc, comment vous qualifieriez le rôle de l'intelligence artificielle dans la finance aujourd'hui? Parce que ça nous a fait peur. À un moment, on a été rassurés. Mais voilà, ça reste encore une inconnue pour beaucoup d'entre nous. Alors, d'abord, je voudrais éclairer ma réponse en rappelant que l'intelligence artificielle, ce ne sont que des mathématiques. C'est des algorithmes. Et ces algorithmes, ils s'appliquent à des données. On parle de big data quand c'est un grand nombre de données. On parle de smart data quand c'est un nombre faible de données. Et ensuite, ces données, il faut les traiter. Donc, c'est du traitement de données. Et c'est les développements récents de ces capacités de traitement qui font qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. En fait, moi, à la fin de mes études, j'ai fait de l'intelligence artificielle il y a un peu plus de quasiment 35 ans, sans le savoir. La finance, on l'a vu, c'est la gestion d'actifs, les banques, les assureurs. Et depuis l'origine, dans ces métiers, on travaille la donnée avec des modèles mathématiques. Mais on ne faisait pas d'intelligence artificielle puisqu'on n'avait pas les capacités de traitement qu'on a aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle d'aujourd'hui, vraiment ces métiers ont commencé à être bouleversés et ça va être encore pire. On peut prendre des exemples, on va s'intéresser aux clients. D'abord, les besoins des clients évoluent. Si on prend l'exemple assez classique de la voiture connectée, en cas d'accident, qui est responsable? C'est l'occupant de la voiture, je ne parle pas du conducteur, puisque normalement il n'y en a plus, ou est-ce que c'est celui qui a fait l'algorithme? Il y a ce matin la conférence sur la santé, on comprend qu'avec l'intelligence artificielle, le suivi médical va être beaucoup plus précis, on va faire de grands progrès en matière de thérapeutique, donc le risque d'assurance, que ce soit le risque de mortalité, d'invalidité, de longévité, qui est aussi un risque quand on sert des retraites, vont aussi être complètement différents. Donc l'appréciation de ces risques vont être différents. Donc on voit que tout change. La même chose aujourd'hui, et ce n'est pas demain, dans les relations du client avec les banquiers ou les assureurs. Donc il y a déjà du traitement automatique de mails avec des propositions de réponses. Il y a des chatbots, des voice bots. Et donc ça permet de répondre beaucoup plus rapidement aux clients, donc ça améliore son expérience. Enfin, si on s'intéresse à la dernière partie, c'est-à-dire ce qui se passe en back-office chez les assureurs et les banquiers, là c'est effectivement le début d'un certain nombre de robots. Alors, les robots ne font pas de choses de manière automatique pour donner aujourd'hui tout ce qu'il faut à un client, bien qu'on n'en est pas trop loin. Mais par exemple, quand vous imaginez un employé d'une banque ou d'un assureur, il doit s'occuper de centaines de produits avec une réglementation qui est de plus en plus complexe. Et donc, il a besoin de la bonne information qu'éventuellement le client lui demande ou pour traiter un contrat. L'intelligence artificielle lui permet très rapidement d'accéder à cette information et donc améliore là aussi le traitement du client. On a aussi de l'intelligence artificielle qui peut être appliquée par exemple dans le traitement de la fraude. La fraude dans le milieu de la finance, c'est plusieurs centaines de millions d'euros. Et le fait de pouvoir analyser des documents d'une manière instantanée et de repérer des cas éventuels de fraude, en fait, on automatise l'expérience humaine, c'est ça l'intelligence artificielle, et donc on a des réponses quasi instantanées, donc des dossiers qui sont traités de plus en plus vite. Merci beaucoup. On va demander à Damien Philippot. Vous avez créé Zelros en 2016, c'est bien ça? Et tout à fait. Vous utilisez l'intelligence artificielle pour valoriser les données de vos clients. Alors comment ça fonctionne? C'est ça, donc effectivement, Damien Philippon, je suis le cofondateur de Zelros et on a créé Zelros avec mes deux associés parce qu'on avait la conviction que le machine learning, l'intelligence artificielle, allait révolutionner le fonctionnement des entreprises.
Et chez Elros, on a pris dès le début le parti de se focaliser sur les employés. Et on a doté en fait les employés de nos clients des robots, des algorithmes qui leur permettent d'accélérer leurs décisions dans les activités quotidiennes. Pourquoi on a choisi de se focaliser sur les employés? Parce que nous, on est convaincus que c'est la synergie entre les capacités du cerveau humain et les capacités du cerveau machine, les algorithmes, qui va faire la différence demain. Le cerveau humain sait faire des choses que la machine ne sait pas encore faire. Typiquement, filer une discussion comme on le fait maintenant. Ça va prendre encore un petit peu de temps pour que la machine sache bien le faire. Par contre, la machine sait faire des choses que le cerveau humain ne sait pas bien faire. C'est processer des quantités de données absolument faramineuses. Je dis souvent à mes clients qu'un bon cerveau humain, c'est 3-4 variables en entrée. Une machine, c'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de variables en entrée. Voilà, et donc c'est cette combinaison entre le fait qu'un humain puisse se concentrer sur l'empathie, la relation avec un autre humain, la découverte de ses besoins, son écoute, et les capacités d'une machine qui va pouvoir lui faire des recommandations sur plusieurs années, plusieurs dizaines d'années d'historique de données, qui va faire la différence. Et donc chez Elros, nous on se concentre sur les assureurs. On a 2 cas d'usage de notre technologie, c'est l'aide à la vente de produits d'assurance. Donc nos algorithmes conseillent le conseiller client pour fournir des produits d'assurance les plus adaptés au profil des clients. Et la deuxième cas d'usage, c'est la gestion de sinistres. C'est un petit peu un moment clé dans la relation entre un assuré et un assureur. Et là, nous, on fournit des algorithmes pour les gestionnaires de sinistres pour les aider à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Merci Yves. Est-ce que l'intelligence artificielle permet de mesurer l'impact et surtout le risque ? Est-ce que ça, parce que là on voit, ça nous fait gagner du temps, on peut consacrer plus de temps à l'humain, à la part, et déléguer en quelque sorte à l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'elle peut en plus nous prévenir de certains risques ? Alors, dès lors qu'on est en capacité de traiter beaucoup plus de données, comme le disait Damien, d'avoir beaucoup plus d'entrées, de variables à l'entrée pour traiter derrière, oui, on est en capacité de traiter, de faire des choses complètement différentes en matière de risque. 2 exemples qui me viennent à l'esprit en fonction des startups que je suis dans The FinTech Place. La première, la finance comportementale. La finance comportementale, c'est des travaux entre autres du prix Nobel de 2017 et puis 2002, puis il y avait Maurice Allais aussi en 88 de mémoire. Donc on voit que ça commence à être commercialisé maintenant, donc on voit les délais. Finance comportementale, ça mesure l'aversion au risque, l'aversion L', aversion au risque d'un individu. Et donc cette aversion au risque, c'est dès qu'il y a un acte qui concerne un échange de monnaie. Donc assurance, et évidemment épargne. Et donc comment faire un véritable conseil sans avoir mesuré avec la finance comportementale l'aversion au risque d'un individu. Donc en matière de responsabilité sociale, je crois qu'il faut faire la finance comportementale. Et évidemment, l'intelligence artificielle, c'est fait d'un point de vue académique. Pour faire cette évaluation, il faut une centaine de questions. Vous imaginez le parcours client dans ce cas-là. Avec l'intelligence artificielle, on peut réduire ça à une dizaine de questions. En croisant avec d'autres données, on peut encore réduire. L'autre exemple, c'est, je suis une start-up qui travaille sur éviter, alors on est loin de la finance, mais vous allez voir le rapport, éviter les rechutes en matière de dépression. C'est un vrai enjeu au niveau sociétal, quels que soient les pays. C'est des problématiques en milliards de dollars. Et donc, c'est des capteurs. Ces capteurs vous déterminent un état d'équilibre avec des signaux faibles. Et ces signaux faibles, avec l'intelligence artificielle, vous pouvez prévoir, quand vous passez de cet état d'équilibre à un nouvel état dépressif. Et ça, ce type d'intelligence artificielle, vous l'utilisez au niveau de la personne, mais vous pouvez l'utiliser au niveau de machines.
savoir si une machine est en train de dériver et donc va générer des produits de moindre qualité. Donc on voit l'impact, du coup, moins de dépenses de matériaux initiaux, ou sur des sites industriels à risque, voir aussi qu'un site est en train de dériver à partir de signaux faibles, alors qu'aujourd'hui on traite plutôt des signaux forts, on va dire. C'est plutôt de bonnes nouvelles, en tout cas en perspective. Vous, Damien, vous pensez que l'intelligence artificielle peut permettre à la finance d'adopter des valeurs plus éthiques et plus responsables? Alors, je crois que Yves a commencé à toucher du doigt le sujet. L'intelligence artificielle, ce n'est qu'une technologie. C'est une technologie extrêmement puissante, mais in fine, je crois que ça a été dit beaucoup de fois aujourd'hui, c'est ce que les humains en feront qui fera éventuellement que le secteur financier sera plus ou moins éthique. Et je dirais que le secteur financier ne doit pas attendre l'intelligence artificielle pour avoir ce type de réflexion. Oui, d'un point de vue technologique, je vais prendre un exemple. On travaille avec un banquier sur la lutte anti-blanchiment. Aujourd'hui, si vous souscrivez une assurance vie, les assureurs et les banques assureurs sont tenus de vérifier que ces fonds sont propres. Et aujourd'hui, c'est beaucoup de travaux manuels, donc typiquement des gens qui vérifient que le nombre de personnes qui viennent souscrire à cette assurance vie, elle n'est pas enregistrée sur la liste des terroristes ou des trafiquants d'armes. Donc qui dit manuel avec des règles assez frustres, dit peu d'efficacité. Aujourd'hui, on est capable d'entraîner des algorithmes pour beaucoup mieux prédire en fait le cas de blanchiment d'argent. Donc en ce sens-là, sur l'utilisation de la technologie, on peut imaginer que le secteur financier devienne plus éthique. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je dirais qu'en elle-même, l'IA a un enjeu d'éthique intrinsèque. On sait que l'IA, c'est des données, c'est des algorithmes entraînés sur des données. Et là, il y a plusieurs enjeux. Premier enjeu, c'est que ces données ne soient pas biaisées. Il y a une table ronde un petit peu plus tôt qui parlait des femmes dans le numérique. Nous-mêmes, Zelros, on est très engagés là-dessus. Typiquement, il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être vu, mais Amazon a décommissionné un algorithme d'aide au recrutement. Donc, encore une fois, tous les métiers de l'entreprise seront touchés par le machine learning. Donc là, c'était un algorithme qui aidait des recruteurs pour prendre des bonnes décisions sur des candidats pour des postes. Et ils ont décommissionné l'algorithme parce que tout simplement, l'algorithme ayant été entraîné sur les données du passé, plus souvent, en fait, discardait les femmes. Voilà, donc ça c'est le type de problème de l'algorithme et de l'intelligence artificielle. Il faut commencer par vérifier en tant que data scientist, les petits bonshommes qui conçoivent ces algorithmes, en tant que data scientist, c'est est-ce que mon jeu de données n'est pas biaisé. Deuxième enjeu sur l'IA, c'est l'explicabilité des algorithmes. Admettons que mon algorithme s'est entraîné sur des données non biaisées, ça c'est bien. Encore faut-il qu'il explique un minimum le pourquoi de la recommandation qu'il fait, de sa prédiction, de son score. Beaucoup d'algorithmes fonctionnent ce qu'on appelle en boîte noire, on ne sait pas trop pourquoi ils prédisent ce qu'ils prédisent. Nous, Zelros, on fait attention d'utiliser des algorithmes dits explicables.